On ne la fit pas attendre. Le policier de l'accueil passa aussitôt un appel et le capitaine Biardot, en personne, descendit à sa rencontre. C'était un jeune homme aimable qui la reçut très poliment. Il s'effaça pour la laisser passer, lui tenant la porte qui donnait sur les bureaux. Ils furent bientôt assis face à face, dans une petite pièce moderne et propre. Tout cela la rassura. Une fois qu'ils furent installés, le capitaine saisit une chemise devant lui et l'ouvrit. Il en sortit une pochette en plastique transparente qui contenait un feuillet. Madame Doliac, voici ce que nous avons reçu hier. Une lettre anonyme qui nous conseille d'aller chez vous parce que nous y trouverons les squelettes provenant de tombes qui ont été profanées dans plusieurs cimetières de la Haute-Vienne. Elle sentit le rouge lui monter au front. Madame Doliac, si nous décidions de perquisitionner chez vous, y trouverions-nous des restes humains? Elle fit non de la tête, puis se rendit compte que si, bien sûr, si la police venait chez elle, c'est bien ce qu'elle trouverait. Elle parvint malgré tout à demander calmement. « Puis-je voir cette lettre ?» Il fit un signe d'assentiment. « Vous pouvez, mais ne la sortez pas de la pochette. » Il lui tendit le document. Elle le regarda et sentit l'affolement la gagner. Ça n'était pas possible. Si, pourtant, il n'y avait pas de doute. Elle ne chercha pas à lire ce qui était écrit. Ce qu'elle vit, c'est qu'il s'agissait de son propre papier à lettres. Il était reconnaissable entre mille. Un cadeau de François pour son anniversaire l'an passé. Un papier assez épais, blanc cassé, orné d'une frise de fleurs mauves et blanches, ses couleurs préférées. Elle était de l'ancienne école, celle qui envoie encore du courrier postal, manuscrit. Cela lui avait fait grand plaisir à l'époque. Voir son propre papier utilisé contre elle pour lui faire connaître la honte d'une enquête policière la bouleversa. Quelque chose se rompit alors en elle. Le jeune policier eut la stupeur de voir cette vieille dame, d'apparence convenable, lâcher le document, puis émettre de petits cris plaintifs avant de glisser de sa chaise à terre, où elle se recroquevilla en chien de fusil. Il se leva, fit le tour de son bureau, ramassa la pièce à conviction, puis se pencha sur son témoin. « Madame Doliac, puis-je vous aider ?» Il n'obtint pas de réponse et comprit qu'elle ne l'entendait pas. Elle avait le regard fixe d'une personne en état de sidération. Il s'aventura à lui tapoter l'épaule tout en continuant à l'interpeller. « Madame Doliac, Madame Doliac ?» Il se passa quelques minutes et il la vit enfin réagir. Elle tourna les yeux dans la direction d'où venait cette voix qui l'appelait. Il constata qu'elle se détendait un peu et entreprit de la relever et de la rasseoir sur sa chaise. Elle se laissa faire. Mais il ne parvint pas à croiser son regard. Elle resta là, assise, puis se mit à se balancer d'avant en arrière, dans ce geste millénaire qui est celui de la souffrance et que les Juifs perpétuent devant le mur des lamentations. Il patienta. Adepte des méthodes de son patron, le commissaire divisionnaire Savigny, il avait appris à toujours garder son calme et à faire preuve de patience, meilleur moyen pour renouer le fil d'un dialogue. Il attendit donc, se contentant de saisir avec douceur les mains de Rose entre les siennes. Les minutes passèrent. Le jeune officier resta assis, penché sur cette vieille dame d'aspect solide, qui respirait fortement, sans cesser de se balancer. On n'entendait dans la pièce que le bruit de cette respiration hachée, presque sifflante, qui, peu à peu, se fit plus régulière avant de redevenir inaudible. Rose cessa de se balancer, se redressa sur sa chaise et vit enfin l'homme qui lui tenait les mains et la regardait d'un air attentif et plutôt bienveillant. « Je vois que vous allez mieux. Dites-moi ce qui vous est arrivé. » Ce qui lui était arrivé? De quoi parlait-il? Puis la réalité la rattrapa. La convocation, la lettre qu'il lui avait tendue. Elle avait reconnu son papier à lettres. Le capitaine proposa de lui faire porter un verre d'eau. Elle refusa. Tenta de retirer ses mains de celles du jeune homme, mais n'y parvint pas. Il ne voulait pas desserrer son étreinte. « Vous pouvez me lâcher, vous savez, je ne vais pas m'enfuir. » Il sembla hésiter, puis la lâcha. « Vous venez de vous conduire de façon plutôt bizarre. C'est pour cela que je préférais... » Qu'avait-elle bien pu faire? Inquiète, elle préféra ne pas commenter la chose. Il attendit, puis voyant qu'elle restait muette, tenta une nouvelle approche. « Madame Doliac, cette lettre a semblé vous bouleverser. Pouvez-vous me dire pourquoi ?» Oui, ça elle pouvait. « Il y a de quoi? C'est mon propre papier à lettres que vous m'avez montré. Comment a-t-il pu atterrir ici? Je me le demande. »
Je me le demande aussi. On vous accuse très explicitement d'avoir profané 4 tombes et d'avoir caché les dépouilles dans votre jardin. On nous dit même où. Vous les auriez enterrées près de votre bac à compost. Madame Doliac, si nous venons chez nous, allons-nous trouver des restes humains dans votre jardin, près de votre bac à compost? Coincée. Elle était coincée. Si elle répondait que non, il vérifierait et verrait qu'elle avait menti. Si elle admettait la présence des squelettes, elle était alors pour eux une coupable toute trouvée. Dans les 2 cas, elle était fichue. Autant dire la vérité, elle l'a dit. Oui, elle avait enterré 4 squelettes dans son jardin. Mais son crime s'arrêtait là. On les lui avait envoyés, les uns après les autres, dans des sacs postaux. Elle pouvait montrer les sacs, et elle pensait savoir qui avait écrit la lettre. Il ne pouvait s'agir que de Raymond Marsalet, un homme qui s'était immiscé récemment dans sa vie. Elle raconta tout. Quand elle eut fini, le capitaine resta un moment silencieux. Puis il se leva. Nous allons vérifier tout cela, Madame Doliac. Demain, je viendrai chez vous avec une équipe. Mais rassurez-vous, si vous me dites la vérité, vous n'aurez pas d'ennui. Même si, à parler franchement, je pense que vous auriez dû nous signaler ce qui vous arrivait dès la réception de la première dépouille. Elle reprit espoir. Tout n'était pas perdu, finalement. Pleine de bonne volonté, elle acquiesça et se confondit en excuses, promettant que la prochaine fois qu'il lui arriverait une chose pareille, elle préviendrait aussitôt la police. Extrait du rapport de police établi par le capitaine Biardot à l'attention du commissaire divisionnaire Savigny. Affaire Doliac. Coupure. Perquisition effectuée au domicile de la suspect. Coupure. 4 dépouilles mortelles retrouvées enterrées dans le jardin. Coupure. 4 sacs postaux d'un modèle abandonné dans les années 90 retrouvés derrière la chaudière dans la cave de la maison de la suspecte. Coupure. Une petite pile de sacs postaux d'où proviennent très vraisemblablement les sacs susnommés retrouvés dans le grenier de la maison de la suspecte. Au dire de François Doliac, fils de la suspecte, ils ont été entreposés là par monsieur René Doliac, époux de la suspecte, postier de son état, décédé le 14 août 2015. Une paire de chaussures saisie et portée au nombre des pièces à conviction. Après analyse, les fragments de boue prélevés sur les semelles correspondent en partie à celles du cimetière de Louillat à Limoges. Une bêche saisie et portée au nombre des pièces à conviction. Après analyse, les fragments de boue prélevés sur cet outil correspondent en partie à celles du cimetière susnommé. Le papier à lettres n'a révélé aucune empreinte digitale autre que celle de la suspecte et a été porté au nombre des pièces à conviction. Ces découvertes ont provoqué la plus extrême stupeur chez la suspecte, qui proteste de son innocence, mais se montre incapable d'une explication cohérente et vérifiable. Un avis de recherche a été lancé concernant M. Raymond Marsalex, agent roulant à la SNCF, au dire de la suspecte. Aucune personne portant ce nom ne travaille dans cette entreprise. Le seul Raymond Marsalex que nous avons trouvé dans la région ne correspond pas à la description donnée par la suspecte. Il est maçon, âgé de 45 ans et n'a jamais entendu parler de la suspecte. Par ailleurs, M. François Doliac nous a affirmé que sa mère, depuis quelques semaines, se comportait de façon très inhabituelle. Nous considérons que les preuves sont suffisantes pour procéder à la mise en examen de Madame Rose Doliac comme auteur présumé des actes de profanation décrits en préambule de ce rapport. Nous suggérons cependant une évaluation de son état mental et, si le corps médical donne un avis favorable, un internement psychiatrique en lieu et place d'un procès. La journée de l'internement fut terrible. On l'arracha de sa maison et on l'emmena, dans une ambulance, jusqu'à un centre psychiatrique fermé. Quand on l'invita à entrer dans la chambre où on voulait la cloîtrer, elle prit vraiment conscience de ce qui était en train d'arriver. Elle se débattit alors, s'agrippa au chambranle de la porte, tout en hurlant qu'elle n'avait pas sa place là, qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'il fallait rechercher Raymond Marsalex et qu'elle n'était pas folle, mais victime d'une machination. Elle se heurta à un mur de blouse blanche. On la maîtrisa et on lui fit une piqûre qui la plongea instantanément dans un profond sommeil.
Quand elle refit surface, elle resta immobile dans son lit, les yeux fermés, tandis que tout lui revenait peu à peu en mémoire. On la croyait folle, on pensait qu'elle avait profané des tombes, on l'avait mise là, on l'avait internée, sinédiée. François avait signé cet internement, sans sourciller. Elle était prisonnière. Elle resta immobile dans son lit, faisant semblant de dormir, tout en coulant des regards à l'infirmier qui était assis près du lit. On la surveillait, on se méfiait d'elle. Il fallait qu'elle remédie à cela, qu'elle parvienne à persuader ses gardiens qu'elle était inoffensive. Elle ne resterait pas enfermée. Elle parviendrait à prouver qu'elle était innocente et saine d'esprit, mais pour cela, il fallait qu'elle se comporte de façon convaincante. Elle fit de son mieux pour se plier à la routine qui se mit en place. Elle accepta de se nourrir normalement et se montra la plus calme possible, avalant chaque soir sans rechigner des somnifères, ou Dieu sait quelle saleté, qui la plongeait dans un sommeil lourd et sans rêve. Durant la journée, elle s'asseyait dans le fauteuil près de la fenêtre et restait là, tranquille, à regarder la lumière changer au fil des heures. Elle ne se plaignit de rien, pas même de la chaleur constante et exagérée des lieux, à laquelle elle ne pouvait remédier, parce que sa fenêtre était verrouillée. Cela fonctionna. On réduisit un peu les doses qu'on lui imposait chaque soir. Elle recommença à rêver, mais de façon étrange, car elle fit, jour après jour, toujours le même rêve. Elle se trouvait dans son jardin, elle pouvait percevoir le parfum de ses fleurs, puis elle entendait le sifflet du Paris-Toulouse, annonçant son passage. Elle y repensa longuement durant ces heures de veille. Pourquoi ce rêve revenait-il sans cesse? Parce que son ennemi prenait le train? Évidemment, c'était pour ça. C'était parce qu'il lui lançait les sacs du train au moment où celui-ci ralentissait avant de franchir le passage à niveau. Il les lançait du train. Cela la plongea dans une sorte de jubilation. Elle avait compris. Elle avait compris. On allait l'écouter, cette fois.